Tous ceux qui te sourient ne souhaitent pas forcément ton bien. Certaines personnes te détestent en silence, même si elles ne l'admettront jamais. Parfois, ce n'est pas à cause de quelque chose que tu as fait, mais de ce que tu représentes. Ta confiance leur rappelle leur insécurité. Ton authenticité les dérange, parce qu'ils vivent en faisant semblant. Ton indépendance expose leur dépendance. La haine qu'ils portent ne parle pas de ta valeur, mais de leurs blessures. Ce rejet silencieux a tendance à se déguiser en blagues lourdes, en critiques voilées ou en indifférence calculée. Et si tu ne comprends pas, tu pourrais commettre l'erreur de te remettre en question. Le stoïcisme enseigne que le problème ne réside jamais dans les opinions des autres, mais dans la façon dont tu choisis de réagir à celles-ci. Il y a ceux qui ne supportent pas ton succès, d'autres qui envient ta discipline ou qui ne tolèrent pas que tu n'aies pas besoin de leur approbation. Tout cela n'est pas un reflet de qui tu es, mais de ce que tu éveilles en eux. C'est pourquoi tu ne peux pas gaspiller ton énergie à essayer de plaire ou à te justifier devant ceux qui ont déjà décidé de te voir comme un ennemi. La véritable force réside dans le fait de ne pas laisser leur poison pénétrer dans ton esprit. Rester serein face à l'attaque passive, ferme face à la critique injuste et froid face à la manipulation est ce qui te donne l'avantage. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'autocontrôle. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les 8 raisons cachées pour lesquelles certains pourraient te détester sans le dire, et je te montrerai comment répondre avec le calme, le détachement et la clarté que les stoïciens pratiquaient. Non pas pour te rendre invulnérable à la haine, mais pour que tu apprennes à ne rien laisser perturber ta paix intérieure, ni ta dignité. 1. Maîtrise ce qui est sous ton contrôle. Le premier coup que tu dois porter contre la haine d'autrui n'est pas dirigé vers eux, mais vers toi-même. Maîtriser ce qui est en ton pouvoir. La plupart commettent l'erreur de se battre contre des fantômes, essayant de contrôler l'opinion, le regard ou le jugement des autres. C'est le chemin direct vers la frustration, car tu ne pourras jamais entrer dans l'esprit de quelqu'un d'autre pour le convaincre d'arrêter de te mépriser. La seule chose que tu peux vraiment gouverner sont tes pensées, tes émotions et tes actes. Tout le reste est un territoire étranger. Les stoïciens insistaient sur cette vérité inconfortable. Souffrir pour ce que tu ne contrôles pas, c'est abandonner ton pouvoir volontairement. Si quelqu'un te déteste pour ton succès, ce n'est pas ton devoir de réduire tes réalisations pour apaiser son envie. Si on te déteste pour ta confiance, tu n'as pas à feindre l'insécurité pour paraître moins menaçant. Si on se sent mal à l'aise avec ton authenticité, tu ne dois pas te déguiser en ce qu'ils espèrent en voir. L'erreur est de croire que tu peux ajuster leur perception pour leur plaire. C'est le jeu auquel tu ne dois jamais jouer. Maîtriser ce que tu contrôles signifie apprendre à contrôler ta réponse. Tu ne peux pas empêcher qu'on critique ton caractère, mais tu peux décider de ne pas répondre avec colère. Tu ne peux pas empêcher qu'on invente des rumeurs, mais tu peux choisir de garder ton calme et de ne pas alimenter le feu avec ton indignation. Tu ne peux pas taire l'envie des autres, mais tu peux t'assurer que leur poison ne touche pas ton esprit. C'est la liberté que le stoïcisme défendait, celle de l'esprit qui ne se plie pas à l'extérieur. L'agressivité silencieuse de certains peut te donner envie d'attaquer, de montrer que tu n'es pas faible. Mais céder à l'impulsion, c'est tomber dans leur jeu. Rester ferme et froid les désarme plus que toute discussion. Marc Aurèle l'a résumé en disant que le véritable dommage ne vient pas de ce que les autres disent ou font, mais de la façon dont tu permets que cela t'affecte. Si la haine des autres réussit à te perturber, le problème n'est plus le leur, mais le tien, car tu as cédé le contrôle de ton intérieur. Pour pratiquer ce conseil, commence chaque jour en te rappelant ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Fais un inventaire mental. Ta discipline, ton attitude, ton caractère, ton autocontrôle sont à toi. Leur envie, leurs attaques, leurs opinions ne le sont pas. Chaque fois que quelqu'un te provoque, répète en silence « Ceci est hors de mon contrôle ». Cette phrase, simple mais puissante, te rappellera que le véritable champ de bataille est ton esprit. Maîtriser ce qui est sous ton contrôle n'est pas de la résignation, c'est de la stratégie. C'est refuser d'être une marionnette des émotions des autres.
Celui qui y parvient a déjà gagné la moitié de la guerre contre la haine, car aucun ennemi ne peut voler la paix à celui qui se possède entièrement. 2. Réponds avec calme, pas avec colère. La fureur est un poison qui détruit d'abord celui qui la porte en lui. Beaucoup tombent dans le piège de croire que réagir avec des cris ou des attaques démontre de la force. Mais la vérité est que rien ne révèle plus de faiblesse que de perdre le contrôle face à la provocation. Quand quelqu'un te déteste en secret, il cherche souvent des fissures dans ton calme pour te secouer. Si tu réponds avec colère, tu leur donnes exactement ce qu'ils veulent, le pouvoir de t'entraîner à leur niveau. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler le premier coup que tu reçois, mais tu peux contrôler la manière dont tu le rends. Le calme n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. Pense au feu, il se nourrit de combustible, et si tu ne lui donnes rien, il finit par s'éteindre. La haine des autres fonctionne de la même manière. Lorsque ta réponse est calme et ferme, l'hostilité n'a plus de force pour continuer à brûler. La colère, en revanche, obscurcit le jugement et transforme les personnes intelligentes en proie facile à manipuler. Un commentaire blessant, une critique injuste ou une moquerie peuvent allumer cette étincelle, mais c'est là que ton autocontrôle entre en jeu. Il ne s'agit pas d'avaler tout en silence, mais de décider quand et comment répondre. Le calme ne signifie pas supporter les humiliations. Cela signifie que tu réponds seulement lorsque l'émotion ne dicte plus tes mots. Imagine quelqu'un te lançant une accusation devant les autres. Si tu réagis avec fureur en criant pour te défendre, tout le monde verra ton manque de contrôle, pas leur injustice. Mais si tu réponds avec sérénité, en soulignant l'erreur avec des faits, tu démontres que ton caractère est plus solide que leurs attaques. Le calme est une arme psychologique. Il désarme l'agresseur et inspire en même temps le respect de ceux qui observent. Marc Aurèle avertissait que la meilleure façon de se venger d'une insulte est de ne pas ressembler à celui qui l'a proférée. En répondant avec calme, tu n'imites pas le poison des autres et tu ne deviens pas complice de leur misère. C'est une façon de clarifier que leur haine ne gouverne pas ton humeur. Pratiquer ce calme nécessite de l'entraînement. Commence par reconnaître la première réaction de ton corps, le pouls accéléré, la chaleur sur le visage, la tension dans la voix. À ce moment, respire profondément et souviens-toi que ce n'est pas l'attaque qui définit ta réponse, mais ta décision consciente. Pose-toi cette question, veux-je leur donner le contrôle sur ma paix? La réponse devrait toujours être non. Répondre avec calme ne signifie pas toujours se taire. Cela signifie parler avec fermeté, mais sans colère. Cela signifie savoir quand le silence est plus percutant que les mots, et quand une phrase claire, brève et sereine peut couper le poison à la racine. Cette maîtrise te rend impossible à manipuler. Celui qui parvient à rester calme au milieu de la tempête projette un pouvoir qui intimide plus que n'importe quel cri. Parce qu'au final, la véritable autorité n'est pas détenue par celui qui fait le plus de bruit, mais par celui qui ne perd jamais sa sérénité. 3. Défends ton authenticité. L'une des plus grandes provocations pour ceux qui te haïssent en secret est de te voir marcher sans masque. L'authenticité dérange, parce qu'elle agit comme un miroir qui reflète les contradictions des autres. Quand tu es authentique, tu exposes, sans le vouloir, ce que les autres cachent par peur du jugement. C'est pourquoi ils essaieront de te ridiculiser, de t'isoler ou de te faire douter de toi-même. Ils ne supportent pas que tu sois libre dans un monde qui les enchaîne à l'apparence. Défendre ton authenticité ne signifie pas être têtu, ni défier tout le monde par rébellion. Il s'agit de refuser de te modeler pour entrer dans les moules des autres. Au moment où tu renonces à ce que tu es pour plaire, tu leur donnes le contrôle de ton identité. C'est la victoire silencieuse que beaucoup de personnes envieuses cherchent. Te voir céder ton essence pour sentir qu'elles ont du pouvoir sur toi. Le stoïcisme te rappelle que la seule vie que tu peux vivre pleinement est la tienne. Marc Aurèle avertissait que perdre du temps à discuter de ce qu'est un homme bon est du temps perdu. Sois un homme bon. En d'autres termes, ne t'épuise pas à défendre ton authenticité avec des discours interminables. Démontre-la avec des faits, avec une cohérence entre ce que tu penses, dis et fais.
Il y aura ceux qui se moqueront de ta façon de t'habiller, de ta façon de parler ou des décisions que tu prends pour maintenir ta paix. Ces attaques sont souvent une tentative désespérée de te pousser vers l'uniformité. Chaque fois que tu restes ferme, tu leur rappelles qu'il est possible de vivre selon ses propres valeurs, et cela les blesse parce que cela révèle leur manque de courage pour faire de même. Défendre ton authenticité implique également d'accepter le coup. Tu perdras l'approbation de certains et la sympathie d'autres. Mais il n'y a pas de plus grand esclavage que de vivre déguisé juste pour éviter le rejet. Sénèque disait que n'est pas libre celui qui est lié à l'opinion des autres. Rompre ces chaînes exige du courage, mais cette liberté intérieure est la base de la sérénité. Pour pratiquer ce principe, commence par identifier dans quels aspects de ta vie tu as cédé pour plaire. Demande-toi si ces gestes sont des concessions raisonnables ou des sacrifices de ton essence. Ensuite, établis des limites claires. Tu n'as pas besoin de justifier tes choix à ceux qui ne se sont jamais intéressés à les comprendre. L'authenticité repose sur de petites actions. Refuser de participer à des conversations qui contredisent tes valeurs, maintenir des habitudes qui renforcent ton caractère même si elles sont impopulaires, et parler avec vérité même si ce n'est pas confortable. Celui qui défend son authenticité émet un signal qui dérange les insécurisés. Il démontre qu'il n'a pas besoin de masque pour se sentir précieux. C'est la véritable menace pour ceux qui vivent de l'approbation des autres. Rester fidèle à toi-même ne protège pas seulement ta paix, mais transforme la haine des autres en un bruit lointain, incapable de briser ton intégrité. 4. Transforme la critique en force. La critique a deux visages, celui qui blesse et celui qui enseigne. La plupart des gens ne voient que le premier et réagissent avec colère ou tristesse. Mais les stoïciens voyaient dans la critique une matière première pour forger le caractère. Si tu permets que les paroles des autres deviennent des coups portés à ton ego, tu perds. Mais si tu les transformes en leçons, tu te renforces. Ce que d'autres utilisent pour te blesser peut devenir le marteau qui durcit ton tempérament. Beaucoup de ceux qui te critiquent ne cherchent pas à t'aider à t'améliorer. Ils veulent te rabaisser pour se sentir moins petit. Lorsque tu parviens à reconnaître cette intention, la critique perd de son tranchant. Tu n'as pas besoin de te défendre contre chaque commentaire injuste, car tu comprends qu'il n'est pas dirigé contre ta vraie valeur, mais contre le reflet qu'ils projettent d'eux-mêmes. Ce changement de perspective est ce qui fait la différence entre tomber dans la blessure ou te relever plus fort. Le stoïcisme enseigne que tu n'as pas de contrôle sur les paroles que les autres lancent, mais tu as le contrôle sur l'usage que tu en fais. Une critique injuste peut être un rappel pour polir ta patience. Une attaque sarcastique peut entraîner ton autocontrôle. Même une insulte peut te montrer les points faibles de ton caractère si elle t'affecte encore trop. Ainsi, chaque flèche lancée par l'hostilité d'autrui devient une ressource pour ta propre croissance. Imagine le fer. Il ne devient pas plus fort en restant intact, mais en passant par le feu et les coups. De même, chaque critique est une occasion de renforcer ta discipline émotionnelle. Si quelqu'un remet en question ton travail, demande-toi honnêtement s'il y a quelque chose que tu peux améliorer. Si ce n'est pas le cas, laisse ces paroles se perdre dans l'air, car elles ne méritent pas de place dans ton esprit. Si c'est le cas, remercie-le de t'avoir signalé un point aveugle. L'erreur courante est de réagir immédiatement. Répondre avec colère à une critique injuste est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Tu ne fais qu'attiser le conflit. La réponse la plus puissante est l'action silencieuse. Démontrer par des actes, non par des paroles, que chaque tentative de te couler s'est transformée en élan pour avancer. Sénèque disait « L'homme fort est celui qui surmonte l'adversité avec la raison, non avec la plainte. » Chaque fois que tu transformes le poison en carburant, tu fais preuve de force. Cette attitude intimide ceux qui espèrent te voir tomber, car rien ne déconcerte plus un critique que de voir que ses paroles t'ont rendu plus résilient. Pour le pratiquer, écris les critiques qui t'affectent le plus et analyse-les avec froideur. Contiennent-elles quelque chose que tu peux utiliser pour t'améliorer? Si ce n'est pas le cas, jette-les. Si c'est le cas, agis en conséquence. Fais-le sans ressentiment, sans rancœur. Transforme-le en un exercice constant d'auto-amélioration.
Lorsque tu réussis à transformer chaque critique en force, tu cesses d'être la victime de l'hostilité et tu deviens quelqu'un qui grandit à chaque attaque. C'est la vengeance la plus silencieuse et la plus efficace. Avancer pendant que les autres se consument dans leur propre poison. 4. Transforme la critique en force. La critique a deux visages, celui qui blesse et celui qui enseigne. La plupart des gens ne voient que le premier et réagissent avec colère ou tristesse. Mais les stoïciens voyaient dans la critique une matière première pour forger le caractère. Si tu permets que les paroles des autres deviennent des coups portés à ton ego, tu perds. Mais si tu les transformes en leçons, tu te renforces. Ce que d'autres utilisent pour te blesser peut devenir le marteau qui durcit ton tempérament. Beaucoup de ceux qui te critiquent ne cherchent pas à t'aider à t'améliorer. Ils veulent te rabaisser pour se sentir moins petit. Lorsque tu parviens à reconnaître cette intention, la critique perd de son tranchant. Tu n'as pas besoin de te défendre contre chaque commentaire injuste, car tu comprends qu'il n'est pas dirigé contre ta vraie valeur, mais contre le reflet qu'ils projettent d'eux-mêmes. Ce changement de perspective est ce qui fait la différence entre tomber dans la blessure ou te relever plus fort. Le stoïcisme enseigne que tu n'as pas de contrôle sur les paroles que les autres lancent, mais tu as le contrôle sur l'usage que tu en fais. Une critique injuste peut être un rappel pour polir ta patience. Une attaque sarcastique peut entraîner ton autocontrôle. Même une insulte peut te montrer les points faibles de ton caractère si elle t'affecte encore trop. Ainsi, chaque flèche lancée par l'hostilité d'autrui devient une ressource pour ta propre croissance. Imagine le fer. Il ne devient pas plus fort en restant intact, mais en passant par le feu et les coups. De même, chaque critique est une occasion de renforcer ta discipline émotionnelle. Si quelqu'un remet en question ton travail, demande-toi honnêtement s'il y a quelque chose que tu peux améliorer. Si ce n'est pas le cas, laisse ces paroles se perdre dans l'air, car elles ne méritent pas de place dans ton esprit. Si c'est le cas, remercie-le de t'avoir signalé un point aveugle. L'erreur courante est de réagir immédiatement. Répondre avec colère à une critique injuste est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Tu ne fais qu'attiser le conflit. La réponse la plus puissante est l'action silencieuse. Démontrer par des actes, non par des paroles, que chaque tentative de te couler s'est transformée en élan pour avancer. Sénèque disait « L'homme fort est celui qui surmonte l'adversité avec la raison, non avec la plainte ». Chaque fois que tu transformes le poison en carburant, tu fais preuve de force. Cette attitude intimide ceux qui espèrent te voir tomber, car rien ne déconcerte plus un critique que de voir que ses paroles t'ont rendu plus résilient. Pour le pratiquer, écris les critiques qui t'affectent le plus et analyse-les avec froideur. Contiennent-elles quelque chose que tu peux utiliser pour t'améliorer? Si ce n'est pas le cas, jette-les. Si c'est le cas, agis en conséquence. Fais-le sans ressentiment, sans rancœur. Transforme-le en un exercice constant d'auto-amélioration. Lorsque tu réussis à transformer chaque critique en force, tu cesses d'être la victime de l'hostilité et tu deviens quelqu'un qui grandit à chaque attaque. C'est la vengeance la plus silencieuse et la plus efficace. Avancer pendant que les autres se consument dans leur propre poison. 6. Libère-toi de l'approbation des autres. Il n'y a pas de chaîne plus lourde que de vivre en essayant de plaire à tout le monde. C'est l'erreur qui te rend prisonnier de leurs gestes, de leurs mots, de leur silence. Tant que tu continues à mesurer ta valeur à travers les yeux des autres, toute critique sera un coup et tout rejet, une blessure ouverte. Cette dépendance émotionnelle est précisément ce qui nourrit la haine silencieuse. Les gens perçoivent ton besoin d'être accepté et l'utilisent contre toi. Le stoïcisme avertit que le plus grand ennemi de la liberté intérieure est le désir de plaire. Marc Aurèle rappelait que tu n'as besoin que de l'approbation de ta propre conscience. Si tu agis avec vertu, tu as déjà satisfait le seul juge qui compte. Le reste n'est que bruit. Cette perspective dérange ceux qui cherchent à te contrôler, car leur arme favorite, ta peur du qu'en dira-t-on, cesse de fonctionner. Il y a ceux qui envient ta capacité à être toi-même, mais il y a aussi ceux qui prennent plaisir à te voir supplier de l'attention. Si tu tombes dans ce piège, tu finis par modeler tes mots,
ton style et même tes décisions pour gagner un applaudissement qui n'arrive jamais. Et quand tu l'obtiens enfin, tu découvres que ce n'était pas suffisant, car il y aura toujours quelqu'un pour trouver une autre raison de te critiquer. Vivre ainsi, c'est courir après une ombre. Te libérer de l'approbation des autres ne signifie pas devenir indifférent au monde ou fermer les oreilles aux bons conseils. Cela signifie que les opinions extérieures ne déterminent plus ton identité ni ta paix. Tu peux écouter, apprendre et changer quand c'est censé, mais par choix personnel, pas par peur du rejet. Ce détachement désarme ceux qui te haïssent en secret. Beaucoup d'entre eux espèrent que leurs commentaires te secouent, que leurs critiques te perturbent. Lorsqu'ils voient qu'ils ne parviennent pas à déplacer ton centre, leur hostilité s'épuise d'elle-même. C'est comme jeter des pierres contre un mur. Ils se fatiguent avant de le faire s'écrouler. Pour le pratiquer, commence par observer combien de tes décisions quotidiennes sont motivées par l'idée de « que vont-ils penser ?» Demande-toi si cette voix qui t'arrête vient d'un principe à toi ou d'une attente extérieure. Chaque fois que tu agis en accord avec tes valeurs, même si tout le monde ne les approuve pas, tu brises un maillon de cette chaîne invisible. Ressens le soulagement de ne pas avoir à expliquer chaque pas que tu fais. Ressens la force de ne pas dépendre d'un éloge pour te sentir valide. Et si quelqu'un essaie de t'humilier pour que tu perdes ton calme, réponds-lui par le silence de celui qui ne cherche plus à être compris par ceux qui n'ont jamais voulu le comprendre. Sénèque l'a dit clairement. Est esclave celui qui dépend de nombreux maîtres, même s'il se dit libre. Te libérer de l'approbation des autres, c'est lâcher les fils que d'autres utilisent pour manipuler ton humeur. Ce n'est qu'alors que la critique cesse d'être un fouet et devient un simple écho qui n'atteint pas ton centre. C'est là la véritable indépendance, être maître de ta valeur, non de l'applaudissement. 7. Renforce ta discipline intérieure. La plupart des gens pensent que la discipline consiste simplement à se lever tôt ou à respecter des routines strictes, mais la véritable discipline commence dans l'esprit. C'est la force invisible qui te maintient calme lorsque quelqu'un cherche à te provoquer, celle qui t'empêche de céder au ressentiment lorsque tu ressens le dard de l'injustice. Sans discipline intérieure, toute hostilité externe trouve une faille pour s'infiltrer et te déstabiliser. La haine en secret se nourrit souvent des réactions impulsives. Celui qui réussit à te faire perdre le contrôle a déjà gagné la moitié de la bataille, car il transforme ton émotion en spectacle. La discipline intérieure n'est pas une armure qui bloque la douleur, mais un muscle entraîné qui te permet de la résister sans te briser. Épictète disait qu'aucun homme n'est libre s'il ne sait pas se gouverner lui-même. C'est l'essence de ce point, être le maître de tes impulsions. Renforcer ta discipline ne signifie pas te réprimer jusqu'à devenir de pierre. Il s'agit d'entraîner l'esprit pour que tes décisions ne dépendent pas de ce que tu ressens dans un moment de colère ou de peur. Cela signifie apprendre à faire une pause avant de répondre, à respirer avant d'attaquer, à réfléchir avant de réagir. Cette seconde de pause qui semble insignifiante est la distance qui sépare le sage de l'impulsif. Imagine la discipline comme le gouvernail d'un bateau en pleine tempête. Elle n'empêche pas le vent de souffler, ni les vagues de frapper, mais elle empêche le bateau de couler par manque de contrôle. C'est ainsi que la discipline intérieure agit face à la haine d'autrui. Elle maintient le cap de ton caractère lorsque la provocation cherche à te détourner. Pour la cultiver, tu as besoin d'habitudes qui renforcent ton esprit. La méditation stoïcienne, réfléchir chaque soir sur tes actes et chaque matin sur la journée que tu vas affronter, est une pratique qui forge la résistance mentale. Le contrôle de soi quotidien dans les petites choses, comme tenir tes promesses ou résister à l'envie de répondre aux messages avec colère, prépare le terrain pour les grands moments. La discipline intérieure implique également de hiérarchiser tes priorités. Lorsque tu sais ce qui est essentiel et ce qui est du bruit, tu ne te disperses pas dans des discussions inutiles et tu ne gaspilles pas d'énergie à prouver ta valeur. Les personnes hostiles perdent leur pouvoir sur toi parce qu'elles ne peuvent pas te tirer hors de ton axe. En renforçant ta discipline, tu commences à remarquer que tu ne réagis plus avec la même colère face aux provocations. Ce qui te faisait perdre ton calme
ne te cause maintenant qu'un léger inconfort que tu gères avec sérénité. Ce progrès silencieux intimide ceux qui espèrent te voir exploser. La haine d'autrui ne disparaîtra jamais complètement, mais la discipline intérieure te permet de l'affronter sans devenir son reflet. Un caractère indiscipliné se brise à la première attaque. Un caractère discipliné reste ferme, même dans la tempête. C'est là le véritable pouvoir, maîtriser ton intérieur jusqu'à ce que rien d'extérieur ne puisse te gouverner. 8. Montre de la compassion sans céder le pouvoir. Beaucoup confondent la compassion avec la faiblesse, comme si comprendre les autres était la même chose que de permettre qu'ils te piétinent. Cette idée est fausse. La compassion stoïcienne ne naît pas de la soumission, mais de la lucidité. Tu comprends que la haine des autres ne provient pas de ta valeur, mais de leurs propres blessures. Tu vois leur colère, leur envie, leur ressentiment et, au lieu d'alimenter le conflit, tu décides de ne pas tomber dans leur jeu. Cela ne te rend pas faible. Cela te rend conscient. Celui qui te déteste en secret cherche souvent à ce que tu répondes avec la même hostilité pour justifier son mépris. Montrer de la compassion brise ce cycle parce que tu leur refuses le carburant émotionnel qu'ils attendent. Cela ne signifie pas pardonner tout dommage, ni laisser passer les injustices. Cela signifie ne pas leur souhaiter du mal et ne pas porter leur poison. La compassion est en quelque sorte une forme d'autoprotection. Elle empêche que le ressentiment des autres devienne le tien. Le stoïcisme enseigne que tous les êtres humains agissent selon leur compréhension du monde. Souvent, les attaques proviennent de l'ignorance, de la peur ou de la douleur. Le comprendre ne justifie pas leurs actions, mais te libère de les prendre comme des offenses personnelles. Marc Aurèle disait qu'il est absurde de se mettre en colère contre les épines d'une rose pour t'avoir piqué. L'épine remplit sa nature. De la même manière, celui qui agit avec malveillance ne révèle que son état intérieur. Montrer de la compassion ne signifie pas offrir ton énergie à ceux qui ne veulent que la drainer. C'est là que la deuxième partie entre en jeu. Ne pas céder le pouvoir. Tu peux traiter quelqu'un avec respect tout en lui refusant l'accès à ton intimité. Tu peux aider quelqu'un qui souffre sans lui permettre d'abuser de ta générosité. La véritable compassion inclut des limites claires, car sans elle, elle devient un sacrifice inutile. Pratiquer ce principe nécessite une force émotionnelle. D'abord, apprends à séparer le comportement de la personne. Tu ne justifies pas ses actes, mais tu reconnais que ses émotions ne sont pas les tiennes. Deuxièmement, évite de répondre au mal par le ressentiment. Réponds avec fermeté et, si nécessaire, avec distance. Parfois, la compassion s'exprime en s'éloignant pour ne pas permettre que leur amertume continue à t'affecter. Quand tu atteins cet équilibre, la haine des autres perd de son impact. Tu ne réagis plus avec colère ni avec soumission, mais avec un calme qui déconcerte. Ils attendent une résistance agressive ou une reddition totale, mais à la place, ils trouvent du respect accompagné de limites. C'est une posture qui intimide plus que toute confrontation, parce qu'elle révèle qu'ils ne peuvent pas te manipuler par la culpabilité ou la peur. La compassion sans céder le pouvoir est un signe de maturité stoïcienne. Tu reconnais la souffrance des autres sans la porter sur tes épaules. Cela prouve que tu es capable de comprendre l'origine de leur hostilité sans laisser cette compréhension éroder ta dignité. Celui qui maîtrise cet art marche avec sérénité même parmi les ennemis, parce que sa paix ne dépend pas de la paix des autres. 9. Parle moins, démontre plus. Le silence est une arme sous-estimée dans un monde qui ne cesse de parler. Beaucoup pensent que se justifier constamment leur apportera respect ou compréhension, mais en réalité, plus tu te justifies, plus tu donnes de matière à ceux qui cherchent à t'attaquer. Parler moins ne signifie pas se cacher. Cela signifie choisir quand et quoi vaut la peine de dire. Celui qui sait se taire au moment précis transmet un pouvoir qui intimide plus que n'importe quel discours. Le stoïcisme enseignait que les actions pèsent plus que les mots. Sénèque prévenait qu'il est préférable de montrer la vertu que de la proclamer. Lorsque tu fais face à l'hostilité, l'erreur la plus courante est d'essayer de convaincre tout le monde de ton innocence ou de démontrer avec des mots que tu es meilleur que ce qu'ils disent. Mais le respect que tu cherches ne naît pas d'explication,
Il naît de ta conduite constante. Parler moins ne signifie pas fuir les conflits, c'est maîtriser l'impulsion de réagir à chaque provocation. Lorsque quelqu'un te lance des critiques injustes, le silence peut être la réponse la plus percutante. Non pas parce que tu es d'accord, mais parce que tu ne vas pas leur donner la satisfaction de te voir perturbé. Chaque réplique inutile alimente le jeu de l'adversaire. Cela ne signifie pas garder le silence face à une grave injustice. Cela signifie ne pas gaspiller de mots dans des discussions inutiles. Répondre seulement quand c'est indispensable te donne une aura de contrôle, comme quelqu'un qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. En revanche, celui qui répond à tout finit épuisé et perd en crédibilité. Le pratiquer nécessite du courage, car l'impulsion de se défendre est forte. Commence par observer combien de fois dans la journée tu parles juste pour éclaircir des malentendus qui ne changent rien ou pour gagner l'approbation des autres. La plupart de ces mots sont superflus. Entraîne-toi à faire une pause avant de répondre et demande-toi « Est-ce que ce que je vais dire change quelque chose de réel ?» Si la réponse est non, garde le silence. Ton silence sélectif démasque également les hostiles. Celui qui cherche à te provoquer se sent frustré lorsqu'il n'obtient pas de réaction, et son propre comportement est mis en évidence devant les autres. C'est comme donner des coups dans le vide. L'agresseur finit fatigué et ridicule. Parler moins implique aussi de démontrer plus par des actions. Si on met en doute tes capacités, laisse ton travail parler. Si on doute de ton caractère, laisse le temps montrer ta cohérence. Les résultats sont des preuves qu'aucun argument ne peut réfuter. Le pouvoir de parler moins ne réside pas dans le fait de se cacher, mais dans le contrôle du flux de ton énergie. Chaque mot que tu économises se transforme en force pour agir. Chaque explication inutile que tu omets est un mur qui protège ta paix intérieure. Celui qui maîtrise ce principe apprend que le véritable respect ne se demande pas ni ne s'exige, il se gagne par des actes et une tranquillité qui désarment n'importe qui. Lorsque tu parles moins et démontres plus, la haine des autres devient un bruit de fond, incapable d'interrompre le cours de ton objectif. 10. Accepte le rejet sans perdre ton calme. Le rejet est l'un des coups les plus difficiles à encaisser, car il blesse là où ça fait le plus mal, le désir humain d'appartenir. Mais le rejet d'autrui parle rarement de ta véritable valeur. Il révèle plutôt ses limites, ses préjugés ou ses peurs. Quand tu le comprends, tu arrêtes de le voir comme un verdict sur qui tu es et tu le vois pour ce qu'il est vraiment. Un choix de l'autre qui ne définit pas ton essence. Beaucoup réagissent au rejet avec colère, rancœur ou anxiété, essayant de prouver qu'ils sont dignes d'être acceptés. C'est l'erreur qui te rend vulnérable. Le moment où tu cherches à convaincre celui qui a déjà décidé de te fermer la porte est l'instant où tu lui donnes le contrôle de ta paix. Le stoïcisme enseigne que rien de l'extérieur, ni les éloges, ni les rejets, ne devrait perturber la maîtrise que tu as de ton intérieur. Accepter le rejet ne signifie pas te résigner ni permettre les humiliations. Cela signifie assumer que tu ne peux pas forcer la volonté des autres et que leur approbation n'est pas nécessaire pour vivre avec dignité. Épictète rappelait que la souffrance ne vient pas de ce qui se passe, mais de l'interprétation que nous faisons de ce qui se passe. Si tu vois le rejet comme une offense personnelle, il te coule. Si tu le vois comme une décision d'autrui, tu continues simplement à avancer. Le calme face au rejet déconcerte ceux qui s'attendent à te voir affaibli. Quand quelqu'un perçoit que son désapprobation ne te déstabilise pas, il perd son pouvoir sur toi. C'est crucial face à ceux qui te détestent en secret. Leur objectif est souvent de t'isoler, de te faire douter de toi. Et rien ne les désarme plus que de te voir imperturbable pendant que tu fermes sereinement la porte qu'ils essaient d'utiliser pour te blesser. Pour pratiquer ce principe, tu dois renforcer la conscience de ta propre valeur. Fais un inventaire de tes réussites, des principes qui guident tes actions et des qualités qui ne dépendent pas des opinions extérieures. Chaque fois que tu fais face à un rejet, rappelle-toi, cela ne change pas qui je suis ni ce que je vaux. Cette affirmation est une ancre qui empêche les vagues de désapprobation de t'emporter. Il est également utile de changer la narration. Le rejet n'est pas toujours une perte. Souvent, c'est une libération.
Il t'épargne des relations nuisibles, t'éloigne des environnements toxiques et t'ouvre la voie à des chemins plus en accord avec ton essence. La sérénité avec laquelle tu l'acceptes définit combien il te blessera ou combien il te poussera. Lorsque tu acceptes le rejet sans perdre ton calme, tu projettes une sorte de force que peu comprennent, celle de celui qui sait que sa valeur ne dépend pas des portes des autres. Ainsi, tu transformes ce que les autres voient comme un coup en une opportunité de réaffirmer ton indépendance émotionnelle. Dans un monde où tant de gens vivent sous le oui des autres, être capable de continuer avec un non est le plus grand acte de liberté. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu ne peux réparer qu'à l'intérieur. C'est la vérité que peu de gens acceptent. Peu importe si tu changes de travail, de partenaire ou de ville, si ton esprit reste en désordre, rien ne va vraiment changer. La force que tu cherches tant n'est pas dans ce que tu possèdes, ni dans ce que tu accomplis. Elle est dans la manière dont tu contrôles ce que tu penses et ce que tu ressens. Celui qui maîtrise son esprit maîtrise sa vie. Nous vivons entourés de distractions et d'excuses. On nous apprend à blâmer l'environnement, le patron, le trafic, la famille, le destin. Mais tant que tu blâmes, tu cèdes le contrôle de ta vie. Les stoïciens ont été clairs. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster les voiles. Il est temps d'arrêter d'être victime de chaque émotion et de commencer à entraîner ton caractère pour rester ferme, même lorsque tout autour de toi vacille. Contrôler l'esprit ne signifie pas devenir froid ou indifférent. C'est récupérer le pouvoir que tu as cédé à la colère, à la peur et à l'anxiété. Cela signifie arrêter de réagir comme un réflexe automatique et commencer à décider chaque réponse avec clarté. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués, tu as besoin de discipline et de volonté pour ne pas céder à tes propres impulsions. Cette vidéo est pour ceux qui en ont assez de vivre à la merci du chaos mental. Ici, il n'y a pas de formule magique ni de phrases de motivation creuse. Tu trouveras des pratiques quotidiennes qui te forceront à regarder en face ton désordre intérieur et à le transformer en force. Parce que si tu réussis à entraîner ton esprit, rien ni personne ne pourra te briser. 1. Réveille-toi sans distraction. Arrête de commencer la journée comme si tu étais un serviteur des notifications. Chaque matin, la plupart des gens ouvrent les yeux et la première chose qu'ils cherchent est leur téléphone. Ils vérifient les messages, les réseaux sociaux, les nouvelles qu'ils ne peuvent pas changer et les vidéos qui ne font que remplir l'esprit de bruit. C'est comme s'ils se réveillaient pour servir le chaos des autres avant de prendre soin de leur propre paix. Si tu veux entraîner ton esprit, le premier champ de bataille est le moment où tu te réveilles. Le début de la journée définit le ton de ton esprit. Si tu le commences avec des distractions, tu passes le reste de la journée à réagir. Si tu le commences avec une direction, tu avances avec contrôle. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle écrivait chaque matin pour se rappeler comment il voulait vivre ce jour-là, pas pour se distraire. Et si un empereur trouvait le temps de se concentrer avant de faire face à un empire, quelle excuse as-tu pour ne pas le faire ? Se réveiller sans distraction ne signifie pas que tu ignores le monde. Cela signifie que tu décides à quel moment tu vas lui permettre d'entrer. Les premières minutes doivent t'appartenir, pas au bruit extérieur. Lève-toi et laisse ton téléphone loin. Ne vérifie pas les réseaux. Ne réponds pas aux messages. Ne te jette pas dans le tourbillon des choses en attente. Commence par quelque chose qui te centre. Respire profondément, bois de l'eau, sens le sol sous tes pieds, regarde par la fenêtre et rappelle-toi que tu es vivant. Ces petits gestes ne sont pas une perte de temps. Ils sont un entraînement pour ton esprit, pour qu'il apprenne à t'obéir au lieu de te traîner. La discipline commence ici. Résister à l'impulsion de chercher des distractions dès que tu ouvres les yeux. Cet acte simple t'apprend l'autocontrôle. Il te rappelle que tu es le maître, pas ton anxiété d'être connecté. De plus, il te donne de l'espace pour penser à ce qui compte vraiment aujourd'hui. Demande-toi, quel type de personne veux-je être dans les prochaines heures? Comment veux-je réagir à l'inévitable? Qu'est-ce que je ne vais pas laisser me voler de l'énergie? Tu penses peut-être que ce sont de petits détails, mais l'esprit se forme dans les détails.
Chaque fois que tu cèdes à l'impulsion de prendre le téléphone au réveil, tu renforces l'habitude de réagir sans réfléchir. Chaque fois que tu décides de le remettre à plus tard et que tu prends ces minutes pour toi, tu renforces le muscle de l'autocontrôle. Et tandis que d'autres commencent la journée avec du bruit et de la hâte, tu la commences avec clarté. La véritable force mentale ne commence pas dans les grands discours ni dans les moments de crise. Elle commence dans les habitudes silencieuses. Si tu ne peux pas maîtriser les 5 premières minutes de ta matinée, tu auras du mal à maîtriser les défis de ta journée. Entraîne ton esprit dès l'instant où tu te réveilles et tu découvriras que le reste de la journée cesse de te traîner. Parce que celui qui prend possession de ses matins prend possession de son caractère. 2. La force de la pause. Nous vivons à une époque où tout exige une réponse immédiate. Des messages qui demandent une réponse instantanée, des opinions qu'il faut donner sans réfléchir, des réactions impulsives qui éclatent à la moindre remarque. C'est ainsi que beaucoup finissent par dire ce qu'ils ne voulaient pas dire, faire ce qu'ils ne devaient pas faire et porter des culpabilités qu'ils auraient pu éviter. Ce que peu de gens comprennent, c'est que le véritable pouvoir ne réside pas dans la réaction rapide, mais dans l'arrêt. La pause, cette fraction de silence qui semble insignifiante, est l'une des armes les plus puissantes pour entraîner l'esprit. Les stoïciens le savaient bien, l'impulsion est un maître cruel. Épictète enseignait qu'entre ce qui se passe et ta réponse, il y a toujours un espace, et c'est dans cet espace que réside ta liberté. Mais la plupart le gaspillent parce qu'ils ne savent pas comment s'arrêter. Ils pensent que rester silencieux quelques secondes est une faiblesse, alors qu'en réalité c'est le premier signe d'autocontrôle. Celui qui peut faire une pause avant d'agir démontre qu'il a le contrôle de lui-même. Pratiquer la pause est plus que respirer profondément. C'est rééduquer l'esprit pour ne pas être esclave des impulsions. Chaque fois que quelqu'un te provoque, qu'une critique te frappe ou que la peur veut t'entraîner, tu as un choix. Sauter immédiatement ou prendre un instant pour te rappeler qui tu veux être. Cet instant peut changer le cours d'une discussion, d'une journée et même de ta vie. Commence à l'entraîner consciemment. Lorsque tu sens que quelque chose t'irrite, ne réponds pas tout de suite. Compte jusqu'à 3 respirations lentes. Si on te presse pour une réponse, dis « Laisse-moi y réfléchir un instant ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la maîtrise de soi. Avec le temps, ton esprit apprendra à ne pas s'enflammer à chaque étincelle et à rester calme, même dans le chaos. C'est cela la véritable force, maintenir le cap au milieu de la tempête. L'habitude de la pause est également utile pour les décisions importantes. Souvent, nous regrettons non pas ce que nous avons choisi, mais la rapidité avec laquelle nous l'avons fait. La pause nous permet de voir plus clairement ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, et nous évite des regrets qui naissent de la précipitation. Marc Aurèle conseillait d'examiner chaque impression avant de la croire ou d'agir en conséquence. La pause est cet examen. Au début, cela peut être difficile. L'esprit est habitué à réagir comme un ressort. Mais chaque pause que tu réussis est un coup porté à la vieille habitude d'agir sans réfléchir. C'est comme arrêter le fleuve en crue et commencer à diriger son cours. Tu n'as pas besoin de crier pour être fort. Tu as besoin de silence pour bien décider. La prochaine fois que quelque chose te provoque, souviens-toi, le pouvoir n'est pas dans la vitesse de ta réponse, mais dans l'espace que tu te donnes pour la choisir. Cette pause, si brève et si sous-estimée, est ce qui transforme un homme ordinaire en quelqu'un qui est maître de lui-même. 4. Ta phrase ancre de pouvoir. Quand la tempête émotionnelle frappe, la plupart cherchent refuge dans ce qu'ils ont autour d'eux. Un conseil, une distraction, n'importe quoi qui les calme. Le problème est qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un à proximité, ni quelque chose à quoi s'accrocher. C'est alors que tu as besoin d'un outil silencieux, petit mais puissant, une phrase ancre. Ce n'est ni de la magie ni de la superstition. C'est une déclaration qui rappelle à ton esprit qui commande, même quand tout semble s'effondrer. Les stoïciens utilisaient des maximes courtes pour rester fermes. Marc Aurèle répétait « Le trouble ne vient pas de l'extérieur, mais de ce que je pense à ce sujet ». Épictète se rappelait « Ce ne sont pas les choses qui nous blessent,
mais nos opinions à leur sujet. Ce n'étaient pas des mots décoratifs, c'étaient des ancres mentales qui empêchaient l'esprit de sombrer dans la marée des émotions. Aujourd'hui, tu peux utiliser le même principe, choisir une phrase qui te centre quand le chaos commence. Ta phrase ancre doit être brève, percutante et personnelle. Pas quelque chose de compliqué que tu oublies dans les moments critiques. Ça pourrait être « Cela passera, je ne me brise pas » ou « Rien d'extérieur ne gouverne ma paix » ou « Je respire ». Je pense, j'agis. Elle doit te rappeler que tu as le contrôle de ta réaction. Pas des faits. Chaque fois que tu la répètes, tu ne fuis pas le problème. Tu ordonnes à ton esprit de revenir à l'axe. La pratiquer est aussi important que de la choisir. Il ne sert à rien de ne la dire que lorsque tu es déjà au bord de l'effondrement. Répète-la dans ta routine quotidienne, au réveil, pendant que tu marches, avant une conversation difficile. Fais en sorte que ton esprit la connaisse par cœur, pour qu'au moment de la crise, elle surgisse automatiquement, comme un réflexe entraîné. C'est comme aiguiser une épée. Tu n'attends pas la bataille pour le faire. La force d'une phrase ancre ne réside pas dans les mots eux-mêmes, mais dans l'engagement que tu prends avec eux. Chaque fois que tu la prononces, tu te rappelles ton but, ton autocontrôle et ta force. C'est un rappel que bien que tu ne puisses pas changer le vent, tu peux tenir fermement le gouvernail. C'est ta façon de ne pas laisser l'émotion du moment prendre des décisions pour toi. Au début, cela peut te sembler inutile, mais avec le temps, tu remarqueras le changement. L'esprit qui a une ancre ne se noie pas si facilement. Il apprend à résister aux courants de pensée destructrices, à freiner l'anxiété avant qu'elle ne grandisse, à calmer la colère avant qu'elle n'éclate. C'est un entraînement invisible mais décisif. Quand les autres perdront la tête face aux problèmes, tu auras ta phrase ancre, cet ordre silencieux qui arrête la tempête interne. Parce que parfois, tout ce dont tu as besoin pour rester debout n'est pas un grand discours, mais quelques mots qui te rappellent que tu es toujours aux commandes. 5. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Peu de choses épuisent autant l'esprit que de lutter contre l'inévitable. Nous passons des heures, des jours et même des années à essayer de tordre des situations qui ne dépendent pas de nous. L'opinion des autres, le climat, le passé, l'attitude des autres personnes. C'est comme ramer à contre-courant d'une rivière infinie. Tu finis épuisé, frustré et sans avancer. Les stoïciens ont averti que c'est le plus grand piège de l'esprit, dépenser de l'énergie sur ce qui n'a jamais été entre nos mains. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Cela se produit parce que nous essayons de contrôler les pensées et les actions des autres. Nous craignons des futurs qui peut-être n'arriveront jamais et nous nous blâmons pour des choses qui ne peuvent plus être changées. Vivre ainsi, c'est comme porter sur le dos des pierres qui ne nous appartiennent pas. La véritable force n'est pas de résister avec plus de poids, mais d'apprendre à le lâcher. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Cela peut sembler simple, mais c'est un entraînement quotidien. Cela signifie accepter que tu ne pourras pas empêcher les autres de te critiquer, qu'il y aura des injustices, que tout ne se passera pas comme tu l'as prévu. Accepter n'est pas se rendre, c'est reconnaître que ton pouvoir réside dans ta réponse, pas dans le fait en lui-même. Cette acceptation libère de l'espace mental et te donne la clarté pour agir là où tu peux influencer. Pense à combien de fois ta paix a été ruinée par quelque chose d'aussi simple que le trafic, un commentaire malveillant ou un souvenir du passé. Aucune de ces choses ne change parce que tu te mets en colère ou que tu te lamentes. La seule chose qui change est ton humeur, qui devient prisonnière de ce que tu ne peux pas modifier. Chaque minute que tu passes à lutter contre l'immuable est une minute que tu pourrais investir pour renforcer ce qui est sous ton contrôle. Ton caractère, tes habitudes, ta réaction. Pratiquer ce conseil est comme nettoyer une pièce pleine d'objets inutiles. Commence par te demander, cela dépend-il de moi ou non? Si la réponse est non, laisse-le partir immédiatement. Si c'est oui, agis avec fermeté. Chaque fois que tu fais cet exercice, tu affines ta capacité de discernement, qui est la base de l'autocontrôle. Ainsi, tu apprends à concentrer ton énergie sur ce qui construit vraiment quelque chose. Te libérer de cette lutte inutile ne signifie pas que tu ne te soucies de rien. Au contraire,
Cela te permet de mettre tout ton effort là où tu peux faire la différence, dans ton effort, dans ta constance, dans ta propre conduite. C'est ce qui distingue un esprit discipliné d'un esprit épuisé. Celui qui vit en essayant de dominer l'extérieur finit par être dominé par sa frustration. Celui qui lâche ce qu'il ne contrôle pas récupère sa force pour résister, s'adapter et continuer à avancer. C'est l'essence de la sérénité stoïcienne. Ne pas avoir besoin que le monde change pour être en paix. Parce que le véritable pouvoir n'est pas de vaincre la tempête, mais d'apprendre à naviguer sous sa pluie, sans couler. 6. La minute de gratitude. La plupart des gens se réveillent en pensant à ce qui manque, le travail qui les accable, la facture qui les inquiète, la conversation gênante qu'ils devront avoir. Dès qu'ils ouvrent les yeux, leur esprit est déjà pris au piège par les dettes en suspens et les problèmes à résoudre. Ils commencent ainsi leur journée avec le poids d'une chaîne invisible. Mais il existe un exercice aussi bref que puissant que les stoïciens connaissaient bien. S'arrêter, ne serait-ce qu'une minute, pour remercier ce que l'on a déjà. Cela peut sembler naïf dans un monde qui court sans frein. Mais la gratitude n'est pas un geste mou ou mièvre. C'est une forme de résistance mentale. Marc Aurèle, malgré les guerres et les pestes qui ravagèrent son empire, écrivait chaque matin sur les choses qu'il appréciait. La lumière du soleil, les gens honnêtes qui l'entouraient, l'opportunité de se réveiller un jour de plus pour accomplir son devoir. Cette habitude lui donnait un centre, une raison de rester ferme lorsque tout le reste était incertain. La minute de gratitude est un entraînement pour l'esprit, car elle brise le schéma de plainte automatique. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir en silence absolu ou de fermer les yeux pendant des heures. 60 secondes suffisent au réveil ou avant de dormir. Pensez à 3 choses qui, bien que petites, rendent votre vie plus supportable. Un toit au-dessus de votre tête, quelqu'un qui vous écoute, votre capacité à apprendre, voire votre propre respiration. Ce sont des détails que nous avons tendance à prendre pour acquis jusqu'à ce que nous les perdions. Le pratiquer tous les jours vous apprend à diriger votre attention, et là où va votre attention, va votre énergie. L'esprit sans discipline se concentre sur les manques et multiplie l'anxiété. L'esprit entraîné à la gratitude apprend à voir des ressources là où d'autres ne voient que des problèmes. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés, cela signifie ne pas permettre qu'elles occultent tout ce qui est déjà bon. Une seule minute de gratitude par jour peut changer la façon dont vous relevez les défis. Cet exercice bref agit comme une encre émotionnelle qui vous rappelle que tout n'est pas perdu, qu'il y a des raisons de continuer même au milieu du chaos. Avec le temps, vous vous rendrez compte que ce n'est pas le monde qui devient plus gentil, mais votre regard qui cesse d'être si hostile. Faites de la gratitude une habitude pratique. Placez-la à la fin de votre routine matinale ou avant d'éteindre la lumière le soir. Ne le faites pas par courtoisie ou par superstition, faites-le pour l'hygiène mentale. L'esprit qui est reconnaissant se renforce contre le désespoir, car il apprend à reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à sauver. Dans un monde qui pousse à se plaindre et à rivaliser, être reconnaissant est un acte de rébellion silencieuse. N'attendez pas de tout perdre pour vous rendre compte de ce que vous aviez. Consacrez une minute aujourd'hui pour le reconnaître, et votre esprit commencera à s'entraîner dans la sérénité que les stoïciens défendaient, celle de trouver de la valeur même dans les choses les plus simples. 6. La minute de gratitude. La plupart des gens se réveillent en pensant à ce qui manque, le travail qui les accable, la facture qui les inquiète, la conversation gênante qu'ils devront avoir. Dès qu'ils ouvrent les yeux, leur esprit est déjà pris au piège par les dettes en suspens et les problèmes à résoudre. Ils commencent ainsi leur journée avec le poids d'une chaîne invisible. Mais il existe un exercice aussi bref que puissant que les stoïciens connaissaient bien. S'arrêter, ne serait-ce qu'une minute pour remercier ce que l'on a déjà. Cela peut sembler naïf dans un monde qui court sans frein, mais la gratitude n'est pas un geste mou ou mièvre. C'est une forme de résistance mentale. Marc Aurèle, malgré les guerres et les pestes qui ravagèrent son empire, écrivait chaque matin sur les choses qu'il appréciait, la lumière du soleil,
les gens honnêtes qui l'entouraient, l'opportunité de se réveiller un jour de plus pour accomplir son devoir. Cette habitude lui donnait un centre, une raison de rester ferme lorsque tout le reste était incertain. La minute de gratitude est un entraînement pour l'esprit, car elle brise le schéma de plainte automatique. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir en silence absolu ou de fermer les yeux pendant des heures. 60 secondes suffisent au réveil ou avant de dormir. Pensez à 3 choses qui, bien que petites, rendent votre vie plus supportable. Un toit au-dessus de votre tête, quelqu'un qui vous écoute, votre capacité à apprendre, voire votre propre respiration. Ce sont des détails que nous avons tendance à prendre pour acquis, jusqu'à ce que nous les perdions. Le pratiquer tous les jours vous apprend à diriger votre attention, et là où va votre attention, va votre énergie. L'esprit sans discipline se concentre sur les manques et multiplie l'anxiété. L'esprit entraîné à la gratitude apprend à voir des ressources là où d'autres ne voient que des problèmes. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés. Cela signifie ne pas permettre qu'elles occultent tout ce qui est déjà bon. Une seule minute de gratitude par jour peut changer la façon dont vous relevez les défis. Cet exercice bref agit comme une encre émotionnelle qui vous rappelle que tout n'est pas perdu, qu'il y a des raisons de continuer même au milieu du chaos. Avec le temps, vous vous rendrez compte que ce n'est pas le monde qui devient plus gentil, mais votre regard qui cesse d'être si hostile. Faites de la gratitude une habitude pratique. Placez-la à la fin de votre routine matinale ou avant d'éteindre la lumière le soir. Ne le faites pas par courtoisie ou par superstition, faites-le pour l'hygiène mentale. L'esprit qui est reconnaissant se renforce contre le désespoir, car il apprend à reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à sauver. Dans un monde qui pousse à se plaindre et à rivaliser, être reconnaissant est un acte de rébellion silencieuse. N'attendez pas de tout perdre pour vous rendre compte de ce que vous aviez. Consacrez une minute aujourd'hui pour le reconnaître et votre esprit commencera à s'entraîner dans la sérénité que les stoïciens défendaient, celle de trouver de la valeur même dans les choses les plus simples. 7. Apprenez à dire non. L'une des raisons pour lesquelles tant de personnes vivent épuisées n'est pas par manque de temps, mais par manque de limites. Ils disent oui à tout, à la faveur qu'ils ne voulaient pas faire, à la réunion qui ne les intéresse pas, au message qu'ils n'avaient pas besoin de répondre, au plan qui interrompt leur repos. Chaque oui accordé par obligation est un voleur silencieux d'énergie mentale. Et il n'y a pas d'esprit qui puisse s'entraîner s'il passe sa vie à se soumettre aux exigences des autres. Les stoïciens comprenaient que prendre soin de son propre temps, c'est prendre soin de son propre âme. Sénèque a écrit « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. » Et une grande partie de ce gaspillage vient du fait que nous n'osons pas dire non. Nous croyons que refuser quelque chose, c'est être égoïste, alors qu'en réalité, c'est un acte de respect pour notre attention, notre repos et notre but. Apprendre à dire non ne signifie pas rejeter tout le monde, mais avoir une clarté sur ce qui mérite votre énergie. Chaque fois que vous dites oui à ce que vous ne voulez pas, vous vous dites en réalité non à vous-même. Le résultat est le ressentiment, la fatigue et la dispersion. Un esprit dispersé ne sera jamais fort. Il vit en réagissant à ce que les autres attendent de lui. Commencez à entraîner cette habitude dans la vie quotidienne. Lorsque vous recevez une invitation qui ne vous apporte rien, laissez votre première réponse être une pause, pas une acceptation automatique. Si quelqu'un demande votre aide, mais que vous savez que cela rompra votre équilibre, exprimez-le avec fermeté et respect. Je ne peux pas maintenant. Cette phrase, simple mais directe, est un bouclier contre la surcharge qui affaiblit l'esprit. Au début, vous vous sentirez mal à l'aise, surtout si vous avez l'habitude de plaire. La culpabilité vous chuchotera que vous décevez les autres, mais ce que vous faites vraiment, c'est honorer vos limites. La force mentale ne consiste pas à tout supporter, mais à discerner quelles charges sont les vôtres et lesquelles ne le sont pas. Apprendre à dire non est un entraînement pour votre caractère, car cela vous oblige à choisir consciemment au lieu de céder par impulsion. De plus, chaque non bien placé ouvre la place pour un oui qui compte vraiment, à votre repos, à votre famille, à vos objectifs, à votre santé mentale.
Cet exercice transforme la qualité de votre attention. Vous cessez de vivre coincé dans des engagements vides et vous retrouvez la liberté de vous concentrer sur l'essentiel. Rappelez-vous que celui qui ne sait pas dire non devient l'esclave du calendrier des autres. Un esprit fort ne permet pas que la volonté d'autrui dicte chaque décision. Dire non n'est pas se fermer au monde, c'est s'ouvrir à une vie plus cohérente et moins réactive. Parce qu'au final, entraîner l'esprit ne consiste pas seulement à méditer ou à lire de la philosophie. Il s'agit aussi de le protéger de ce qui le disperse. Et parfois, le pas le plus courageux que vous pouvez faire pour votre paix est simplement de dire non et c'est tout. Oui, termine la journée en pleine conscience. Beaucoup finissent la journée comme ils l'ont commencé, distraits. L'esprit plein de choses à faire, pris entre les écrans et le bruit jusqu'à s'endormir d'épuisement. Ils pensent que se reposer consiste simplement à fermer les yeux. Mais l'esprit ne se repose pas s'il se couche avec le chaos encore allumé. La différence entre un esprit agité et un esprit entraîné réside dans ce que vous faites dans les dernières minutes avant de vous endormir. Cette fin de journée est aussi importante que son début. Les stoïciens pratiquaient une habitude simple et puissante, la revue nocturne. Marc Aurèle et Sénèque consacraient les derniers moments de la journée à examiner leurs actions. Ils ne le faisaient pas pour se punir, mais pour apprendre. Ils se demandaient